Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir chez vous. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Comment renforcer la sécurité dans les établissements scolaires de la Martinique? C'est une question importante qui a rassemblé le rectorat, la préfecture et les forces de l'ordre. La course à l'élection présidentielle de 2017 se poursuit. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron seront en Martinique ce week-end. Il y a plus de 11 ans, donc, un avion de la West Caribbean transportant quelques 152 Martiniquais s'est écrasé à Maracaibo. L'AFCA, l'association des victimes du crash aérien, continue de se mobiliser pour faire toute la lumière sur cette affaire. Samedi dernier, l'école Couronné-Lourel, située au quartier Café Auvert-Pré, organisait une journée porte ouverte. Nous reviendrons sur cet événement. C'est la troisième fois cette semaine que notre île est le théâtre d'une agression à main armée. Hier, mardi soir, en effet, près de la station-service d'Acajou, un jeune homme d'origine sainte-lucienne a été grièvement blessé par balle. Ce mercredi, les chefs d'établissement, les représentants du rectorat, de la préfecture et les forces de l'ordre se sont réunis pour discuter de la sécurisation des établissements scolaires en Martinique. L'objectif est de renforcer les actions pour lutter contre la délinquance, notamment par le biais d'interventions préventives dans les écoles. Depuis le début de l'année scolaire, plusieurs faits graves de violence ont été recensés, dont l'agression au cutter il y a quelques jours d'un lycéen au lycée de Rivière-Salée. Nous vous le rappelons, ce week-end, dans le cadre de leur campagne présidentielle respective, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron seront de passage en Martinique. Notons que si le premier incarne une gauche traditionnelle qui prône notamment l'abrogation de la loi El Khomri, l'ex-ministre de l'économie représente quant à lui un courant de pensée plus ouvert à certains aspects du libéralisme. Alain-Claude Lagier défendra les couleurs du mouvement populaire franciscain MPF au sein de l'Alliance Ensemble pour une Martinique nouvelle EPMN. Le dimanche 22 novembre, une assemblée générale l'a en effet désigné pour être le candidat à la candidature des législatives au sein d'EPMN. Alain-Claude Lagier pourrait donc défendre les couleurs de EPMN dans la circonscription du centre. À la suite d'un processus prévu par ses statuts, le bureau du MPF avait enregistré 4 candidatures de membres souhaitant représenter le mouvement au sein de l'Alliance Ensemble pour une Martinique nouvelle, EPMN, lors des prochaines législatives. Ce même bureau avait dans la foulée convié ses candidats potentiels à une réunion visant à éclaircir la situation en écoutant les motivations de chacun. Au terme de cette rencontre, seuls 2 candidats sont restés en lice après le désistement des 2 autres. Il appartenait dès lors aux membres de trancher. Environ une centaine de membres du MPF ont donc répondu à la convocation de l'AG prévue à cet effet. En guise d'ouverture de la réunion, Maurice Antiste, président du mouvement, a prononcé un discours ayant pour objectif de présenter une analyse de la situation politique actuelle, tant sur le plan local que français, sans omettre l'international, avec notamment l'élection récente du président américain. Jean-François Séraline, en sa qualité de trésorier et rapporteur du processus de désignation, a cité le nom des 2 candidats restant en lice, en l'occurrence Benoît Thierry et Alain-Claude Lagier. Tous les 2 se sont exprimés devant l'Assemblée afin de faire valoir leurs motivations. Au terme d'un débat plutôt riche, les membres qui s'apprêtaient à prendre position ont enregistré, non sans surprise, le désistement de Benoît Thierry. Alain-Claude Lagier, désormais seul en lice, a donc été choisi à l'unanimité. Le mouvement Initiative populaire, formation politique du député-maire de Sainte-Marie, Bruno Nestor-Azero, a appelé son leader à se présenter aux élections législatives de 2017. Cependant, afin d'être en conformité avec la loi sur le non-cumul des mandats, Bruno Nestor-Azero devra nécessairement faire un choix entre sa fonction de maire et la députation.
Alors que la saison des croisières a débuté en Martinique depuis près de 2 mois maintenant, les autorités redoublent de vigilance. Ce mercredi matin, les croisiéristes du Crystal Serenity, en provenance de la Nouvelle-Orléans, ont dû se soumettre à un contrôle de passeport effectué par la police aux frontières. La procédure n'est pas isolée. La PAF reçoit la liste des passagers 48 heures avant l'arrivée des bateaux et elle vérifie les identités des passagers sur chaque paquebot qui fait escale en Martinique. À partir de demain, jeudi, les quelques 35 000 bénéficiaires du RSA Martinique recevront la très attendue prime de Noël. D'un montant d'environ 150 € pour une personne seule, ce cadeau de fin d'année illuminera un peu les foyers les plus modestes en cette période de fête. Et notez qu'en 2016, la CIMAR a livré plus de 250 logements sociaux, notamment dans la ville de Sainte-Marie. Des résultats qui démontrent l'engagement de la société immobilière en faveur d'un rythme de production élevé depuis 2009. Nous vous en avons parlé il y a quelque temps déjà. La communauté d'agglomération du nord de la Martinique, Cap-Nord, que préside Alfred Montieu, a entrepris la réhabilitation quasi systématique des lieux et bâtiments patrimoniaux qui existent dans cette partie de notre territoire. C'est dans ce cadre-là qu'elle a entrepris la restauration du fort à Saint-Pierre. Le quartier Fort fait partie des plus anciens quartiers urbains et institutionnels de la Martinique. Il est situé en périphérie nord de la ville de Saint-Pierre et concentre de nombreux vestiges majeurs, église du Fort, maison coloniale de la santé, bureau du génie, rue Levasseur et Monte-au-Ciel. L'opération de réhabilitation s'étend sur un périmètre de 4 hectares. Elle comprend 200 constructions réparties en 14 îlots et vise à mettre en place un projet de requalification urbaine et sociale à caractère patrimonial et architectural, mettre en sécurité les biens et les personnes, désamiantage et démolition des constructions après libération des sols, améliorer les conditions de vie des occupants selon un programme de réhabilitation, de démolition et de reconstruction. Les habitants pourront louer ou acheter les maisons. Il s'agit également de mettre en valeur le patrimoine historique de la zone et de redynamiser le tissu économique à travers des activités commerciales et artisanales au sein de programmes adaptés. Notons qu'en 2012 ont été effectués des travaux de désamiantage et de démolition de 11 constructions situées à Savane-du-Fort. Le 1er décembre, nous sommes allés à la rencontre du chef étoilé Saint-Lucien Orlando qui visitait le pôle restauration du CFA de Rivière-Salée. C'est pour la journée d'échange de traditions culinaires organisée le samedi 3 décembre par l'association Interilles des Deux Pitons que ce chef de renommée internationale est venu en Martinique. Mais le 1er décembre, malgré un emploi du temps très chargé, il a accepté de consacrer une matinée aux apprentis du CFA, devant lesquels il s'est livré à une petite démonstration. Au menu, dorade et légumes pays. En effet, le chef Orlando travaille essentiellement nos produits locaux. Il a d'ailleurs encouragé nos jeunes à promouvoir eux aussi nos saveurs caribéennes et surtout à ne jamais perdre l'amour de la cuisine qu'il faut selon lui vivre comme une véritable passion. Heureux de constater que la Martinique demeure bel et bien une vraie destination culinaire, notre ami anglophone a également partagé son émerveillement face à la qualité et à la quantité du matériel mis à la disposition par l'établissement de formation. Il espère que l'investissement personnel des élèves sera à la hauteur de l'investissement financier qui leur est consacré. Pour finir, le chef Orlando a bien entendu invité les Martiniquais à venir, eux aussi, se rendre sur l'île voisine pour en découvrir les spécialités. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de la percée qu'ont fait les Martiniquais et les Antillais d'une façon générale dans le monde de la gastronomie française. Mais sans doute parce qu'ils sont beaucoup moins nombreux, on ne parle pas de sommeliers, c'est-à-dire de spécialistes du vin.
Il en existe pourtant au moins un Martiniquais qui officie à l'hôtel Baltimore, un hôtel réputé de classe à Paris. Il est donc sommelier et il n'a que 21 ans. Il s'appelle Stanley Batista. Il est né et a grandi à Paris. La Martinique est-elle un désert médical ? En tout cas, on observe 20% de généralistes et moins de 34% de spécialistes sur notre territoire par rapport à la France hexagonale. En visite en Martinique, Antoine Leveneur, le vice-président de la Fédération des médecins de France, a rencontré les professionnels de santé. L'occasion de partager ses idées pour lutter contre les déserts médicaux, notamment la création de pôles de santé pour attirer les jeunes médecins qui pourraient ainsi se regrouper. Cette solution intéresse particulièrement les professionnels de santé libéraux. En septembre de l'an prochain, c'est la fin des quotas sucriers et du prix garanti. C'est la fin de la protection du sucre des Outre-mer face au sucre venu d'ailleurs. Comment les producteurs réunionnais et antillais pourront-ils aborder cette échéance ? À La Réunion, 18 000 emplois sont en jeu. Le gouvernement a mis en place des structures pour aider les betteraviers à traverser cette étape, mais il a, c'est pour le moins surprenant, oublié les producteurs de canne. De nombreuses rencontres ont lieu actuellement pour tenter de réparer cette erreur. Le 16 août 2005, une date pour le moins douloureuse dans la mémoire des Martiniquais. Ce jour-là, il y a plus de 11 ans, donc, un avion de la West Caribbean transportant quelques 152 Martiniquais s'est écrasé à Maracaibo alors qu'il effectuait un vol Panama-Fort-de-France. 11 ans après, la lumière n'a toujours pas été faite dans cette affaire et à ce jour, aucune explication satisfaisante n'a pu être avancée pour qu'on puisse comprendre comment un tel drame a pu se produire. Très mobilisée autour de l'enquête qui a suivi le crash aérien, l'association des victimes du crash aérien, l'AFCA, n'entend absolument pas baisser les bras et c'est à ce titre qu'elle organise actuellement de nombreuses manifestations dont l'objectif vise à présenter un documentaire financé par l'AFCA et Martinique Première. Ce documentaire révèle les failles d'une enquête pénale qui n'a donc toujours pas su trouver les responsables du drame, s'appuyant uniquement sur la responsabilité des pilotes, alors que l'AFCA affirme, document à l'appui, que la responsabilité de la compagnie aérienne doit également être engagée compte tenu de l'état déplorable de l'appareil qui transportait les 160 victimes. Pour l'instant, l'enquête a abouti à un non-lieu, ce qui signifie que le décès des 152 Martiniquais et des 8 membres d'équipage serait lié à un simple accident, alors que l'AFCA soutient que la West Caribbean n'aurait pas dû être autorisée à faire voler cet avion. C'est ce que nous a expliqué Raphaël Constant, avocat qui défend les intérêts de l'AFCA à la bibliothèque Schellcher vendredi dernier. Nous avions en effet été conviés à une exposition de 17 panneaux intitulée Maracaibo 10 ans déjà et retraçant les 10 ans d'enquête et le 11e anniversaire du crash aérien en photo. Rosemarie Taupin-Pélican, la présidente de l'AFCA, bien qu'elle n'ait pas pu être présente ce soir-là, a pris soin d'adresser quelques mots filmés au public. Elle aussi a évoqué l'importance de ce documentaire, présentant les zones d'ombre qui entourent l'enquête, et a profité de l'occasion pour rappeler que l'AFCA a fait appel de la décision de non-lieu, considérée comme un non-sens par les membres de l'association. Affaire à suivre donc. Rappelons que l'exposition Maracaibo 10 ans déjà est visible à la bibliothèque Schellcher jusqu'au 30 décembre prochain. Lionel Zazou, le président de la mission de préfiguration de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, des traites et de leur abolition, a rencontré hier, le 13, les principales associations martiniquaises impliquées dans ce projet, notamment le MIR, le Mouvement international pour les réparations. Rappelons que la mise en place de cette fondation est une promesse qu'avait faite le président François Hollande. Par ailleurs, le Mémorial Act en Guadeloupe vient de recevoir le prix du musée 2017 du Conseil de l'Europe. Vous êtes témoin d'un événement ? Envoyez vos photos ou vidéos à contact@outremernews.fr.